Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, c'est Thomas. C'est sûr, il était un jeu. Vous avez été extrêmement nombreux à regarder, à visionner notre top, on va dire notre sélection de nos jeux préférés à 2 joueurs pour vous donner des idées pour ces fêtes de fin d'année de 2021. Donc un grand merci, ça m'encourage. Et on va regarder ensemble aujourd'hui, je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez de quoi on va parler. C'est notre top 10 de cette année, le top de nos jeux favoris, les jeux qu'on a préférés bien sûr, les jeux auxquels on a le plus joué, qu'on a le plus savouré, sur lesquels on a eu le plus de sensations. Encore une fois, c'est une sélection vraiment subjective, hein. On n'a pas tous les jeux, on n'est pas une boutique, on est juste comme vous, des passionnés de jeux de société. Donc on va vous présenter, ils sont tous là, je les vois juste ici, je vais vous présenter les jeux qu'on a préférés de la 10e place à la première. J'espère que vous êtes aussi bien installés que moi et peut-être même apprêtés. Regardez, j'ai sorti mon plus beau pull de Noël pour vous présenter cette sélection. Eh bien, à tout de suite, c'est parti! Je peux vous l'assurer, faire une sélection de 10 jeux, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Je vous laisse peut-être faire ça à la maison, vous verrez que c'est pas si évident que ça. Donc même si les jeux en 10e, 9e, 8e place, ils sont pas en haut du classement, ça reste quand même d'excellents jeux. Et je pense que vous les avez, peut-être que vous les connaissez aussi. On va commencer donc par la place de numéro 10. C'est un jeu en noir et blanc que Bombix nous avait édité en tout début d'année. C'est Lueur. Lueur, donc comme je vous le disais, c'est édité chez Bombix de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour 45 minutes les parties environ. Hop là, la tasse, elle gêne un petit peu. Lueur, on l'avait tellement apprécié, vous le savez, quand j'aime des jeux, ce sont des coups de cœur, je vous en propose souvent une vidéo règle ou un coup d'œil là-dessus. Eh bien, vous pouvez cliquer juste ici, il y a la vidéo explicative détaillée pour tout connaître sur les règles. Lueur, c'est un jeu en noir et blanc, c'est un jeu où on est des explorateurs, on va dire des survivants, qui vont tenter de ramener un petit peu de lumière dans le monde plongé dans les ténèbres. Et pour ça, on va recruter pas à pas des alliés, des compagnons d'aventure. Ces compagnons-là, on va pouvoir les recruter chacun notre tour, ce seront des cartes, et le choix de ces compagnons sera forcément décisif. C'est ça aussi qui peut rebuter certains joueurs, c'est que si les compagnons qu'on choisit en début de partie ne sont pas compatibles avec notre héros, on va dire, de départ, la partie risque d'être un peu laborieuse. Car, une fois qu'on aura recruté ces compagnons, à chaque fois un par tour, eh bien on va pouvoir peut-être activer leurs capacités grâce à des dés. Et on récupérera les dés selon les compagnons qu'on aura recrutés. Il y a cette gestion entre choix, nombre de dés, couleur de dés aussi, parce que les dés sont vraiment de couleur, entre les gros dés qui seront permanents selon notre personnage de départ, mais aussi les tout petits qui eux seront éphémères, on pourra les jouer une seule fois et après on les replacera. Chaque dé dépendra d'un élément particulier, c'est-à-dire que le rouge, il y aura plus de possibilités d'avoir du feu par exemple. Le bleu, il y aura plus de possibilités d'avoir de l'eau. Bon, je pense que vous avez compris. Donc si on ne sélectionne pas les dés à bon escient, nos personnages qu'on va accumuler tout au long de la partie, on ne pourra pas forcément les activer. Et sachant qu'aussi, il y a des personnages qui seront activables si on n'a pas d'éléments dans notre jeté de dés. Donc il y a une gestion un petit peu de l'aléatoire, une gestion aussi de relance de dés, parce qu'on pourra tout le temps, si on a la possibilité sur la piste de score au fur et à mesure, de reculer jusqu'à une échéance pour pouvoir relancer 2 dés au maximum. Ça, c'était la première phase, parce qu'il y a une autre phase. Le jeu est un peu poétique et nous raconte, on va dire, une sorte de journée. Ça commence par le matin, l'après-midi, on va manger le soir, etc. La seconde phase, ça va être sur une phase de plateau, où en fonction de nos lancers de dés, encore une fois, eh bien, on va pouvoir déplacer nos petits meeples pour aller poser nos campements et accumuler des points de victoire et des bonus particuliers. Lueur, en plus de son plateau principal qui est vraiment juste sublime, franchement au niveau des graphismes et des illustrations, c'est vraiment de toute beauté, ça reste dans notre top des illustrations de cette année. En plus du plateau principal, oui, donc je disais, il y a un côté verso aussi, avec une manière différente d'aborder le jeu. Cette fois-ci, ce n'est pas des compagnons, ce seront des bateaux, on se déplacera de manière différente, donc il y a quand même une sacrée rejouabilité aussi là-dedans. Lueur, c'est juste trop bon. On peut pester quand il y a trop d'aléatoires, il y a certains joueurs qui pestent un petit peu contre ça avec les jets de dés. Les parties, voilà, il y a des parties qui ont été exceptionnelles quand on arrive à tout faire.
des parties, comme je vous disais, un peu plus laborieuses, quand la chance ne doit pas être là, eh ben, elle n'est pas là, mais ça reste un excellent jeu que je pense qu'il faut avoir dans sa ludothèque, et c'est pour ça que je l'ai mis en 10e position. Si Lueur est en 10e, qui est en 9e? C'est un jeu que j'ai eu là aussi la chance, qui est en... Si Lueur est en 10e position, qui est en 9e? Eh bien là aussi, c'est une vidéo que je vous ai fait, que je vous ai concoctée, toute dédiée à ce jeu. Cliquez juste ici, ça y est, vous êtes spoilé. C'est un jeu édité chez Yellow dans sa gamme Expert. C'est Khôra, l'apogée d'un empire. On a tellement aimé ce jeu que je vous en ai proposé là aussi une vidéo règles détaillée pour connaître les règles du jeu et pouvoir commencer une belle et bonne partie. Khôra, c'est un jeu de civilisation vraiment abordable. Il y a marqué que c'est pour les experts, mais honnêtement, ça me gêne un petit peu ces classifications. On va dire que c'est une bonne initiation pour se lancer dans des jeux où on va mettre un peu plus de réflexion pour bâtir justement son empire. On a le choix ou distribué au hasard. La cité-état de départ est là aussi vraiment cruciale pour savoir comment on va jouer la partie pour essayer d'amener de plus en plus de points de victoire, hein, tout simplement. Il y a des illustrations qui sont magnifiques là aussi. Il n'y en a pas beaucoup, c'est assez épuré, mais le plateau, c'est juste du bonheur avec cette double couche pour poser ses jetons. C'est juste trop bon. Je vous laisse recliquer là-dessus si vous voulez voir un petit peu tout ça. Il y a ce côté civilisation, ce côté gestion de ressources. C'est pas évident au début d'avoir de la monnaie pour pouvoir faire des échanges et faire un petit peu de commerce. On a aussi des cartes politiques qu'on va essayer de poser au fur et à mesure de la partie pour nous donner de plus en plus de possibilités, des effets permanents, des effets de fin de partie, des effets immédiats aussi pour essayer d'accumuler des ressources. Mais pour pouvoir jouer, là aussi, comme dans Lueur, il y a des dés, ils sont bien moins présents, je vous rassure, mais le jet de dés, au début 2, puis 3 si on arrive à le débloquer, ils vont nous permettre de choisir, si on le souhaite, l'une des tuiles en notre possession. On a tous les mêmes, mais en fonction de l'écart qu'on va mettre entre notre numéro du dé et la tuile, avec le numéro là aussi qu'on aura choisi d'activer, eh bien on risque de perdre de la population, des civils. On va pouvoir peut-être les sacrifier. Donc si par exemple j'ai un jet de 6, je pourrais activer ma tuile 6 sans pénalité. Par contre, si j'ai un dé de 2 et que je veux activer ma tuile numéro 4, il y aura un écart de 2, donc je vais devoir sacrifier 2 civils. À vous de gérer aussi les civils, peut-être pour les mettre, pour les faire fructifier et pouvoir ainsi jouer contre le hasard des lancers de dés. Chaque tuile a un effet bien particulier, chaque tuile va nous permettre de faire quelque chose de totalement différent et aussi de pouvoir aller recruter des armées. C'est là aussi que le jeu, je trouve, a un équilibre un peu perfectible. C'est que en début de partie, en début de manche à chaque fois, on va devoir retourner une carte d'événement. Ces événements-là, ils sont souvent dépendants des forces militaires. Donc c'est vrai que quand on connaît le jeu, on va peut-être tout faire pour se mettre dans le combat et essayer d'être le majoritaire, parce que souvent ça va mener des points, des bonus qui ne sont pas négligeables pour pouvoir gagner la partie. Voilà, il y a ce léger déséquilibre que pas mal de joueurs ont remarqué, que nous aussi on a remarqué. Et voilà, mais quand on va essayer d'autres stratégies, c'est vrai qu'il y a des stratégies qui sont un petit peu difficiles. Pourquoi on aime ce jeu? Parce que il est beau, parce qu'il est bon, parce que ça nous permet aussi d'amener des joueurs qui aiment jouer, dans notre entourage il y en a de plus en plus, vers des jeux un peu plus fins, qui demandent un peu plus de gestion personnelle. Il n'y a pas d'interaction dans ce jeu, hein. Chacun va jouer un petit peu dans son coin. Il y aura toujours une petite course aux objectifs qui va nous donner des points ou des capacités supplémentaires. Le premier qui arrive à avoir un certain nombre de points ou une certaine force dans une catégorie va gagner quelque chose. C'est la seule interaction qu'il y a dans le jeu, mais Khôra, franchement, bonne surprise de Yellow. Et restez là, il y en a peut-être une autre. Il y a des jeux qui font l'effet d'une bombe. L'effet d'une bombe parce qu'on s'y attend pas. On le laisse un petit peu traîner, on ne sait pas trop l'univers, on ne le connaît pas, on ne sait pas ce que ça va donner. Et quand on le teste, c'est une réelle pépite, une vraie surprise. Il est en numéro 8. Je vous en ai proposé là aussi une vidéo dédiée. C'est Red Rising. C'est Matago qui a proposé ça. C'est à partir de 14 ans, de 1 à 6 pour des parties d'environ 1 heure. Il y a un mode solo qui a l'air vraiment pas mal, mais c'est dans sa configuration à 2, 3, 4 qu'on l'a quand même plus savouré ici à la maison. Red Rising, c'est
Ça fait partie des jeux qui ont été une surprise cette année et qui m'ont donné envie même d'aller explorer un univers que je ne connaissais pas. Je suis en train de lire donc les livres parce que c'est tiré d'une fiction. C'est un Stone Meyer qui est assez particulier, on va dire, qui est assez décrié. Stone Meyer, je pense que vous connaissez, il y a dans Wingspan par exemple, qui était sorti il y a 2-3 ans. Red Rising, c'est une mécanique de jeu vraiment atypique. On commence avec une main de 5 cartes. Le jeu se joue essentiellement avec des cartes. Chaque carte a un nom, a une couleur, a une valeur de points de victoire et a aussi un effet. Un effet qui peut être immédiat, qui peut être en fin de partie, mais surtout des effets qui vont être dépendants des autres cartes qu'on aura à la fin du jeu. Que ce soit la couleur ou que ce soit des personnages. C'est vrai que quand on connaît l'œuvre, c'est plus facile de s'imprégner un petit peu de tout ça, parce que les personnages qui vont devoir s'associer avec d'autres ou devoir exclure d'autres personnages, c'est parce qu'il y a eu quelque chose dans l'histoire qui a fait que. Quand on ne connaît pas l'histoire, ça se laisse jouer, mais je trouve que c'est un peu moins savoureux quand même finalement. Vous avez été très nombreux justement après cette vidéo-là à me dire qu'il fallait peut-être se laisser tenter par les livres, et c'est ce que j'ai fait, et vous aviez totalement raison, donc merci à vous. La gestion de main, elle est primordiale, car à chaque tour, quasiment, on va devoir sacrifier d'une certaine façon une carte en la posant dans un domaine. En la posant sur un domaine, on va activer son pouvoir, et on va pouvoir recruter une autre main de la pile, la première de chaque rangée, ailleurs que là où on l'a posée. Et donc on la met dans notre main. Si un joueur arrive à atteindre 2 de ses objectifs, ou si les 3 objectifs sont atteints par l'ensemble des joueurs, la partie s'arrête. On finit un tour de table, hein, bien sûr, mais la partie va s'arrêter. Et là, on va révéler notre main. Et c'est notre main qui va se combiner. Donc il va falloir tout faire pour essayer de voir en fonction de ce qu'il y a à porter, de pouvoir avoir la main la meilleure. C'est là aussi que c'est frustrant. C'est une mécanique qui est quand même atypique. Parce qu'on va essayer de combiner au mieux, mais des fois la carte qui sera nécessaire pour gagner un maximum de points avec une autre carte, ben, elle ne sera pas active, elle ne sera pas présentée sur le plateau, elle sera dans un paquet qui est assez énorme et peut-être qu'elle sortira jamais. C'est ça qui frustre des fois, mais c'est ça aussi qu'il faut comprendre dans ce jeu. On ne va pas forcément essayer d'arriver à ses fins, il va falloir surtout faire mieux que les autres. Et si on voit qu'on a une bonne main, peut-être d'accélérer la fin de partie. C'est coloré, c'est riche, c'est d'une rejouabilité qui est folle. Les cartes ne sortent pas toutes sur la même partie, donc ça donne envie d'aller découvrir autre chose, d'aller découvrir d'autres tactiques. Chaque couleur a vraiment sa façon propre d'être jouée. C'est une bombe. Je m'y attendais pas. C'est pour ça aussi que j'ai voulu vous en parler en vidéo. Et vous êtes très nombreux là aussi à la visionner. Ça fait partie des jeux surprises, des jeux qu'il faut, je pense, en tout cas essayer et se laisser transporter par un univers atypique aussi. Et si ça peut vous donner envie de lire des livres, bah, je crois que le jeu aura tout gagné. Donc Red Rising, c'était place de numéro 8. On va parler d'un jeu beaucoup plus poétique. Il était attendu depuis de nombreuses années. Il est sorti il y a 2-3 ans, je crois. Il y en a qui se l'étaient procuré dans une version française avec une traduction un peu aléatoire. Ça y est, il est venu en France, là aussi, par Matago. C'est Everdell, bien sûr que c'est Everdell. Everdell, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans notre top de l'année. Everdell, c'est de 1 à 4. Je crois qu'il y a une version 1 joueur là aussi. Ouais, c'est de 1 à 4 pour des parties, en fonction du nombre de joueurs, de 40 à 80 minutes à partir de 10 ans. Everdell, c'est très beau. C'est vraiment magnifique. Les illustrations sont de toute beauté. Je crois que je le dis à chaque fois ça, mais c'est vraiment quelque chose qui nous touche quand c'est très beau. Là, ça atteint quasiment son apogée en termes de beauté. Hein, Everdell, il y a un arbre qui n'est pas forcément très utile, qui va s'ériger tout au fond de notre plateau, qui va abriter la pioche, mais qui va surtout être peuplé de meeples qu'on va pouvoir recruter au fur et à mesure des manches. Qu'est-ce que c'est comme genre de jeu? C'est un jeu de placement d'ouvriers pur et dur. On va positionner notre faction à l'effigie d'un animal, ça aussi c'est trop beau. On va le positionner sur un endroit libre. Des fois, il y aura des endroits où on pourra se positionner à plusieurs. Il y aura des endroits, des lieux qui seront aléatoires, qu'on aura distribués en début de partie. Il y aura des endroits qui seront totalement bloqués, des endroits qui vont se débloquer au fur et à mesure des manches.
Mais pourquoi faire? Pour recruter de la population, des lieux, et faire en sorte que notre forêt, on va dire, soit la plus harmonieuse et qu'elle puisse être peuplée par le plus grand nombre et que tout le monde puisse y trouver son compte. C'est un jeu aussi de collection de cartes, donc, d'association de cartes et de chaînage. Il y a certaines cartes, la plupart, mais quasiment la totalité des cartes même, on va pouvoir soit acheter ces cartes, soit utiliser une carte pour en avoir une autre pour gratuitement finalement, un peu comme dans Seven Wonders. Et c'est ça qui donne tout le grain de sel au jeu. Ce que je reproche, c'est que les cartes, elles sont quand même assez nombreuses, mais elles se répètent un petit peu. Là où dans Red Rising, elles sont uniques quasiment, sauf certaines cartes. Mais ici, les cartes, même les plus exceptionnelles, on peut les retrouver dans le jeu. Donc ça veut dire qu'il y a des associations que on pensait être le seul à pouvoir le faire, et on se rend compte que nos adversaires vont pouvoir le faire aussi. Il y a une contrainte quand même, hein, c'est qu'on ne pourra pas créer autant de cartes qu'on le veut, et on va devoir se limiter à ça. Ça se joue en plusieurs manches, et à la fin du jeu, on comptera le nombre de points de victoire, que ce soit nos habitants, nos lieux, et tout ce qu'on aura pu accumuler dans le jeu, avec toujours des objectifs secondaires aussi qu'on pourra mettre à profit. Everdell, c'était très attendu, on le connaissait pas, on l'avait vu tourner, et on s'était laissé un petit peu leurrer, enfin pas leurrer parce que finalement on l'adore, hein, mais sublimé on va dire par la beauté de ce jeu. On a été très 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 content de pouvoir l'avoir très rapidement dès que c'est sorti, on s'est jeté dessus vraiment, et on attend avec impatience vraiment aussi les extensions qui devraient arriver, hein, j'espère aussi. Il y en a quand même plusieurs pour essayer de développer un petit peu ça, notamment dans un univers plus marin, etc. Ce qu'ils font pas mal dans les jeux de société, et dans Everdell, ça va pas déroger à la règle. Donc voilà, si vous aimez les jeux familiaux qui vont mélanger des mécaniques de jeu plutôt simples, il n'est pas très compliqué comme jeu, mais je pense que voilà, si vous voulez présenter quelque chose à quelqu'un qui sait pas jouer, qui ne connaît pas l'univers du jeu comme vous peut-être, ou nous, hein, à force d'y jouer, on a tendance à accumuler un petit peu d'expérience et des mécaniques. Eh bien, c'est un magnifique jeu pour débuter dans l'univers du jeu de société, donc je peux que vous le recommander. Everdell. On va passer d'un jeu excellemment beau, qui était Everdell, à un jeu qui est excessivement laid, enfin, désolé pour lui, hein, qui est Hansa Teutonica, la Big Box. C'est là aussi, c'est Matago qui nous l'a sorti cette année. Cette fois-ci, c'est un peu plus expert, vraiment, parce que là, c'est à partir de 14 ans, entre 3 et 5 joueurs, c'est ça qui est un petit peu difficile, c'est qu'à partir de 3, et pour des parties d'une heure, de vraiment une heure. Hansa Teutonica, c'est une pure merveille, même si j'aime pas le style à l'allemande. Je pense qu'à force, si vous êtes fidèle de la chaîne, je pense que vous le savez. Mais comme je l'ai dit dans la précédente vidéo sur notre top des jeux à deux, en tout cas pour cette fin d'année, notre sélection des jeux à deux, quand c'est moche, souvent c'est excellent. Et Hansa Teutonica, c'est l'exemple parfait. C'est de l'interaction à son paroxysme. Il y a tout qui est fait pour interagir avec les autres. Un jeu de placement de pions, c'est tout en bois, hein. Il n'y a que des cubes en bois, des rondelles et des petits cubes, il n'y a que ça dans le jeu. Les règles sont pas très bien écrites, mais une fois qu'on les a assimilées, c'est juste parfait. À 3, déjà, vous allez vous régaler. Big Box, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs cartes, il y a plusieurs plateaux qui vont renouveler le plaisir de jeu, bien évidemment. Et qu'est-ce que c'est comme mécanique? Donc je vous disais, c'est du placement. À chaque tour, on va essayer de prendre possession le long de routes commerciales, avec des marchands, avec des commerçants, etc. Là où c'est malin, c'est qu'on pourra déloger nos adversaires à n'importe quel moment. On a plusieurs actions possibles sur un plateau personnel qui est pas très très bon, moi j'aime pas trop, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais qui rappelle pour un autre jeu qui est un peu plus facile à aborder, qui est les charlatans de Belcastel, ça me fait totalement penser à ça, le style graphique bien sûr. Il y a plusieurs actions qui seront possibles, et donc de pouvoir déloger nos ennemis. Si on le déloge, nous, ça va nous pénaliser dans notre stock de ressources, de commerçants et de marchands qu'on pourra avoir à disposition pour les placer. Mais ça va donner la possibilité aussi à l'adversaire de se positionner directement un petit peu plus loin. Parce que quand on va être sur toute une route, eh bien on va pouvoir choisir de s'établir finalement dans cette ville-là, ou alors d'avoir un bonus qui serait tout au milieu, on défausse le tout et c'est reparti. La prise de position de ces villes est primordiale pour gagner les parties. Parce que si quelqu'un fait la même route pour activer ou pour se positionner dans la même ville, mais dans une position un petit peu inférieure, eh bien ça va nous donner
aussi des points de victoire, parce qu'on aura été, si on est majoritaire, dans une de ces villes. La prise de position est indispensable, la réflexion est primordiale, et c'est un jeu qui est tellement intelligent, et on est obligé de se pourrir. Le jeu est fait pour se pourrir, pour inciter l'adversaire à nous déloger, pour que nous on puisse bénéficier de beaucoup plus d'avantages et que lui soit dépouillé de ses ressources, qu'il soit obligé de recruter des ressources et en perdant du temps parce que on ne pourra pas avoir à disposition l'ensemble de nos pions, il va falloir dans un premier temps les reprendre pour ensuite les positionner, on risque de perdre du temps. C'est un magnifique jeu, franchement, il faut vraiment que vous l'essayiez ce jeu Hansa Teutonica. Je suis pas tout seul, il y a Dion joue aussi, Coralie qui en a parlé sur sa chaîne, n'hésitez pas à aller voir ça aussi, parce qu'on a vraiment adoré ce jeu, on n'est pas toujours d'accord d'ailleurs, c'est ça qui est assez intéressant, on va dire, dans ce domaine-là. Et on a souvent des avis contradictoires sur certains jeux, mais là, on est unanimes tous les deux. La contrainte, comme je vous disais, c'est qu'il faut réunir au moins 3 joueurs autour de la table pour pouvoir le savourer. Mais si vous avez 2 personnes avec qui jouer à ce jeu-là, c'est sûr et certain que vous allez y revenir, tellement vous allez vous foutre un petit peu sur la tronche. C'est une vraie pépite et que vraiment, il faut que vous alliez découvrir. Hansa Teutonica, c'est dans notre sélection, bien sûr, dans notre top 10. On continue avec quelque chose d'un peu plus léger. C'était sorti en tout début d'année. Là aussi, je vous ai proposé une vidéo dédiée là-dessus. C'est un jeu Legacy, on ne peut y jouer qu'une fois, quoique. C'est My City. Oh là là, My City, qu'est-ce que c'est chouette, qu'est-ce que c'est bien. C'est Yellow qui avait édité ça de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Ça, c'est pas vrai du tout, parce que c'est en scénario, on va dire, il y a des enveloppes, et dans ces enveloppes-là, il y a 3 missions qu'on va faire. Si vous en faites qu'une, ben ouais, ça vous prendra 20-30 minutes, mais en général, on a envie de faire les 3 d'un coup, et donc ça prend plus 1 heure, 1 heure et quart. My City, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu à usage unique. Enfin, pas tout à fait, parce que quand on aura fini le jeu, c'est un jeu Legacy, on va devoir positionner des stickers, etc. On va y revenir. Mais on pourra retourner le plateau pour avoir une configuration qui sera identique entre les joueurs et pouvoir y jouer comme ça, voilà. Mais bon, c'est pas vraiment la configuration idéale pour savourer ce jeu. C'est vraiment dans son mode campagne qu'il est juste excellent, My City. C'était une vraie bonne surprise. Là aussi, c'est un jeu à l'allemande, c'est pas très beau, il n'y a pas grand chose en termes de graphisme dont je pourrais vous parler, mais en termes de plaisir de jeu, de mécanique de jeu, c'est juste du bonheur. On a chacun un pool de pièces à la Tetris, avec des T, des barres, des carrés, etc. Tout le monde a les mêmes, dans différentes couleurs. À chaque tour, on va retourner une carte et il y aura une forme décrite avec une couleur bien précise sur cette carte. Chacun va prendre donc la tuile et devoir la positionner sur le terrain, sur notre plateau personnel. Il y aura bien sûr des contraintes, il y aura bien sûr des choix à faire aussi. On pourra les tourner, on pourra recouvrir des choses bien sûr. Et à la fin, il y aura toujours des objectifs différents. Comme dans tous les Legacy, mais celui-là est vraiment très bon. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de le savourer à 3-4. Nous, on l'a fait qu'à 2, et donc il y a des choses qu'on n'a pas pu débloquer, parce qu'à chaque fois, à la fin d'une partie, le premier gagnera des points, mais aussi aura peut-être des malus pour essayer d'équilibrer la partie, alors que celui qui aura été en dernière position, en tout cas dans les positions après la première place, eh bien il aura moins de points, mais plus d'avantages pour essayer de revenir dans la partie, et ça à chacune des missions, à chacun des scénarios. Donc ça c'est vraiment excellent. Tout change. On part d'un pré, d'une forêt qu'on va essayer sur laquelle on va essayer de bâtir des éléments, des bâtiments, etc. jusqu'à... Non, je vous gâche pas la surprise. Mais tout est vraiment concret, tout est logique, tout est dans une fluidité qui force l'admiration. Et les mécaniques de jeu, en tout cas les objectifs à atteindre et la façon de marquer des points, c'est à se dire, mais waouh, c'est trop bien, quoi. Comment ils ont fait pour imaginer ça, pour trouver ça? Et parce que c'est vraiment de tout. On change totalement notre façon de réfléchir, notre façon de positionner tout ça. C'est ça qui est assez admirable avec My City. J'espère vraiment qu'il y ait un épisode 2, parce qu'on a vraiment aimé, adoré, surkiffé ce jeu-là. Et il y a même un jeu à cocher, un Run and Write qui va sortir sur cette thématique-là. Je sais pas ce que ça donnera, mais vu que le jeu initial, on l'avait franchement adoré,
on va se jeter forcément dessus. Je vous laisse regarder, j'avais une petite vidéo aussi que je vous avais proposée en tout début d'année pour voir un petit peu le matériel et voir les mécaniques de jeu pour voir si ça peut vous plaire. Ne vous laissez pas avoir, hein, il n'est pas très très beau, mais Rachel Dupastan pourra vous le dire, ça c'est du très 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 bon jeu. 2021 a été riche en nouveautés bien sûr, mais en pépites ludiques. Le prochain jeu dont je vais vous parler, il était attendu de nombreux joueurs. C'est même ces joueurs-là qui m'ont dit, mais attends, tu connais pas ce jeu, il faut absolument que tu l'aies. Il est sorti, il a été en rupture de stock en 1 ou 2 jours, il a été relancé, il a été à nouveau disponible, je crois, à la fin de l'été. Peut-être qu'il est en boutique, je vous le souhaite, parce que là, je vais vous parler des ruines perdues de Narak. C'est encore Yellow qui nous édite ça, dis donc, il y a pas mal de jeux Yellow, hein, c'est qu'ils doivent faire de très très bons jeux. Dans sa gamme, hop là, Expert, là aussi, c'est le premier jeu estampillé expert de la gamme Yellow. Là aussi, comme dans Cora, c'est pas vraiment un gros jeu expert. Et je pense qu'il est abordable pour beaucoup, mais il permet de s'initier à quelque chose de plus cérébral. De 1 à 4 joueurs, pour des parties de 30 minutes par joueur à peu près. Ça fait qu'à 4, ça dure vraiment 2 heures. Hein. Et c'est à partir, j'imagine, de 14 ans... De 12 ans, voilà. C'est à partir de 12 ans. Et petit big up, je vous l'avais déjà dit ce printemps-là, mais... Il y a les copains Game Trotter qui sont sur la boîte pour donner leur avis avec passion. Donc bravo les gars, vous assurez grave. Les ruines perdues de Narak, c'est excessivement beau. Je pense que ça vous fait penser à un célèbre film. Si je vous dis Indiana Jones, je pense que ça vous dit quelque chose. Ça fait aussi penser à un célèbre jeu vidéo qui a été un grand succès de chez Naughty Dog, qui est Uncharted. Chacun de ses volets a été juste exceptionnel jusqu'à l'apogée du volet 4. Les ruines perdues de Narak, en plus d'être très très beau, c'est très très bon avec une rejouabilité qui force là aussi le respect. C'est, je pense, le jeu un peu expert, comme je vous disais, initié, auquel j'ai le plus joué, notamment sur BGA, sur Board Game Arena. Si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme en ligne pour pouvoir jouer avec n'importe qui dans le monde sur des jeux de société. Et le Ruines perdues de Narak, il est très bien fait, il est très fluide et ça permet aussi de s'exercer au jeu, de trouver des mécaniques de jeu, une réflexion plus rapide parce que la mise en place, elle est juste affreuse. Le rangement, il est juste affreux. Et le jeu est quand même assez long, mais on ne voit pas le temps passer. Et tous les joueurs à qui on a pu faire tester les ruines perdues de Narak nous ont toujours demandé de refaire une partie, même plus tard, hein, parce qu'il est vraiment très très bon. C'est du deck building, pas trop, parce que les cartes vont revenir, donc il va falloir sélectionner judicieusement chacune de ces cartes qui va revenir en notre main. C'est un jeu de placement d'ouvriers, on n'en a que 2, donc il va falloir bien sélectionner les endroits où on va aller. Plus on va explorer, c'est un jeu d'exploration, hein, plus on va aller explorer les ruines et plus ça va nous coûter des ressources. Ces ressources, ce sont des ressources de pas, d'avions, de bateaux, etc. Qui sont sur nos cartes. Il va falloir défausser des cartes pour pouvoir se déplacer. Et il y a surtout les ruines à aller explorer pour essayer d'accumuler peut-être des amulettes qui sont tout en haut. Et c'est souvent, dites-moi dans les commentaires si j'ai raison ou pas, hein, mais celui qui arrive à faire le maximum de tablettes, en général, il gagne la partie. Et on va pouvoir amener une loupe pour aller observer et notre calepin pour aller écrire un petit peu nos découvertes. Et ça va nous donner des compagnons d'aventure qui vont nous donner plus de possibilités, plus de tours de jeu, etc. Parce que dans ce jeu, il n'y a pas de tour de jeu. Ça se joue en 5 manches. Mais en gros, plus on peut jouer et plus on joue. À chaque tour, on a une action parmi une dizaine, et ensuite c'est à l'autre joueur de jouer, il joue son action, et ça revient à nous, etc. Le but, ça sera d'accumuler des ressources pour activer une autre compétence par la suite, pouvoir acheter une carte. Cette carte, eh bien, je peux peut-être l'activer immédiatement, etc. C'est un jeu de programmation, on va pouvoir parfois se bloquer un petit peu dans le jeu, il y aura des monstres à aller affronter, de l'exploration à tenter. Si on tente les explorations, on aura davantage de reliques. Ces reliques nous permettront d'avoir aussi davantage d'actions. Et le but, voilà, ça sera d'essayer, autant que faire se peut, de faire un maximum d'actions. Ça arrive parfois, si un joueur a mal joué, il fait très peu d'actions. Et nous, ben, on continue de jouer. Et c'est souvent ce déséquilibre-là entre quelqu'un qui va connaître le jeu pas mal et le jeu, celui qui va découvrir le jeu pour la première fois, ça risque d'être un petit peu compliqué. Même si il prendra quand même du plaisir. Vraiment, je vous le garantis, on prendra quand même du plaisir. Il est très esthétique, le matériel est, je trouve, inégal.
Il y a des ressources qui sont de toute beauté. Faut que j'arrête de dire toute beauté, c'est infernal. Il y a des ressources qui sont dans un plastique dur très bien fini, donc ça c'est très plaisant. Et il y a d'autres ressources, c'est du carton, on comprend pas, c'est inégal. La boîte, elle est peut-être pas à la hauteur du jeu, mais ça a permis, je pense, aussi de diminuer le coût pour un jeu de cette envergure. Pardon. Il y a aussi un mode qui vient de sortir, que vous pouvez retrouver sur le site internet, qui nous permet de jouer en solo sur une aventure progressive aussi. Je ne l'ai pas encore testé, mais ça me donne vraiment, vraiment envie de m'y replonger. Les Ruines perdues de Narak, c'est un best-seller de cette année. C'est un jeu à avoir, bien sûr, dans sa ludothèque. Dites-moi si vous l'avez, dites-moi si vous l'avez apprécié ou pas. Je sais, j'ai un très bon copain qui est de l'autre côté de la Garonne, Aurélien, si tu passes par là, qui l'a pas franchement apprécié et ses arguments sont tout à fait valables. Hein. Donc dites-moi ça dans les commentaires aussi si vous l'avez testé. Et il y a une extension qui va sortir. Ça aurait pu être dans la boîte d'origine, mais avec donc des personnages pour un départ asymétrique et avec d'autres possibilités aussi. Je le vois un petit peu tourner sur les réseaux déjà en anglais. J'ai hâte qu'il arrive en français. Les Ruines perdues de Narak, c'était la médaille de chocolat. 4e position, ça veut dire que ce qui arrive après, c'est du très très lourd. Et bien sûr que c'est du très très lourd. Ce qui arrive après, c'est une merveille de narration. C'est Lucky Duck Games qui édite ce jeu. C'est un jeu de pure narration, de pure compétition aussi, parce qu'il va falloir être le premier à réaliser sa destinée. Destinies. Oh là là, Destinies. J'y joue encore. J'avais fini en solo parce qu'il y a une version solo, soit d'aller explorer, soit d'être vraiment confronté à la mécanique de jeu. Mais là où on le savourera davantage, c'est vraiment à 2. Mais si je peux vous conseiller quelque chose, c'est vraiment jouez-y à 3. S'il vous plaît, jouez-y à 3. C'est le maximum de joueurs qu'on pourra mettre autour de la table. Donc c'est de 1 à 3, mais comme je vous dis, 3 c'est vraiment top. 14 ans pour débuter les parties, c'est assez mature, assez adulte, on va dire. De longues parties, 120, 180 minutes. Nous, on met à peu près 2 heures, 2 heures et demie à chaque fois qu'on fait une partie et on se régale. Destinies, il y a plein de figurines à l'intérieur. Elles sont toutes rikiki. J'aime bien les peindre. Là, je ne l'ai pas testé, j'ai pas tenté. J'ai peur que ce soit un petit peu baveux. Mais là aussi, dites-moi, partagez aussi ces photos sur les réseaux. Hein, allez-y, si vous avez réussi, vous, à les peindre. Mais c'est surtout une histoire donc de narration excessivement bien écrite. On incarnera un personnage. Il y a 5 missions, 5 aventures. Et dans chaque aventure, on aura le choix entre 3 personnages. Donc chaque aventure proposera 3 personnages. On a choisi un, nous on les distribue au hasard, et au dos de ce personnage-là, il y a 2 destinées. Une destinée lumineuse, on va dire, et une destinée un petit peu plus sombre, avec bien sûr un background pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire dans cette histoire, et donc comment accomplir l'une de ces 2 destinées. Les adversaires, eux, ne le savent pas. Mais il y aura une destinée qui sera en commun aussi avec les autres joueurs, et l'autre sera en commun avec l'autre joueur. Il y a cette compétition dans l'aventure, parce que bien sûr, le premier qui arrivera à accomplir sa destinée, eh bien, il gagnera tout simplement la partie. Et comment on fait? Eh bien, on va explorer des tuiles, on va interroger des personnages, explorer des lieux et faire des tests avec des dés. On a des dés permanents qui sont d'une excellente facture, ils sont juste magnifiques les dés, et des dés éphémères, les violets. Mais je vous laisse regarder d'ailleurs, hein, je vous ai proposé une vidéo, c'était très nombreux là aussi à la regarder. Comme quoi, hein, ce que je vous ai proposé cette année en termes de vidéos de coup de cœur, ben, ça reste nos coups de cœur même pour cette fin d'année. Donc ça reste concret, on va dire, dans mon classement. Et voilà, allez voir ça si vous voulez en savoir plus. Là, on va lancer ces dés pour essayer de nous donner des possibilités. Ce sont des tests tout simplement. Et les tests qu'on va faire avec ces dés vont dépendre de nos capacités. Il n'y a que 3 capacités, c'est plutôt simple, hein, c'est une initiation on va dire au jeu de rôle, mais c'est pas excessivement poussé, ou ça pourrait rebuter ceux qui sont allergiques on va dire à ça. Et ces capacités-là, on va pouvoir les améliorer en déplaçant petit à petit au fur et à mesure de l'aventure et au fur et à mesure aussi des exploits qu'on arriverait à réussir. On va déplacer les jetons en bois vers la gauche, diminuant ainsi le coût on va dire de ces tests. Il y a des cartes, bien sûr, qui sont magnifiques. Je ne l'ai pas dit, hein, de toute beauté, je ne l'ai pas dit. Les cartes, elles sont juste magnifiques, toutes avec un QR code unique, car il va falloir utiliser une tablette, je vous conseille une tablette plus qu'un smartphone, pour pouvoir les scanner au fur et à mesure. Il y en a beaucoup moins que dans un autre jeu du même éditeur qui est Chronicle of Crime, il y en a beaucoup moins à faire.
c'est toujours optionnel. Mais par exemple, si je dois aller affronter à main nue une horde de loups, je sais pas, je dis n'importe quoi, si j'ai à ma possession une épée, il va me proposer aussi, est-ce que vous voulez utiliser un objet? Vous le scannez, et si l'objet scanné est le bon, eh bien vous pourrez peut-être gagner directement le test sans avoir le hasard du lancer de dés, et peut-être même débloquer d'autres capacités par la suite. C'est une merveille de narration, c'est une merveille aussi de bande sonore. Mettez une enceinte à côté de vous et lancez juste la bande son. L'introduction, elle est en français, avec une voix très grave comme ça. Ça nous met direct dans l'ambiance. Et la bande son, en fonction des lieux qu'on va explorer, c'est juste trop bien fait. Quand on est dans une église, on a les échos. Quand on est dans la forêt, on entend les loups au loin. C'est juste trop bien. Donc Destinies, là je l'avais fait à 1, je le savoure à 3 et ça reste, voilà, s'il est en 3ème position, c'est pas pour rien. Et on vient juste d'acquérir sa première extension aussi en français, Mer de Sable, pardon, qui là est dans un univers moins moyenâgeux, on va dire, mais plus dans un univers mille et une nuits, un génie par exemple, qu'on peut voir ici là. Je crois que c'est un génie, ouais c'est un génie, et qu'on a hâte d'aller explorer. Bien sûr on va se le faire dans la foulée, tellement c'était bon. Destinies, si vous aimez la compétition, si vous aimez la narration, si vous aimez les aventures palpitantes, chaque histoire, chaque scénario a vraiment une profondeur qui est quand même assez exceptionnelle. Le niveau d'écriture est juste au top, vraiment. Si vous aimez ce genre de jeu ou si vous ne le connaissez pas, juste faites le premier scénario, vous allez voir, vous allez, je pense, tout comme nous, tomber amoureux de ça. Donc Destinies, bien sûr qu'il était dans notre top 10, et même mieux que dans notre top 10, il est à la place de numéro 3. Ça se resserre. Qu'est-ce qui pourrait arriver dans les 2 premières places? Ça reste tout aussi bon que ce que je vous ai proposé, mais c'est vrai que faire une sélection, c'est pas quelque chose d'aisé, c'est totalement subjectif. Mais de ce que j'ai pu voir des tops, notamment chez Trick Track aussi, qui est sorti récemment au moment où je poste cette vidéo, en numéro 2, on est totalement d'accord que Dune Imperium, il fallait qu'il en fasse partie, c'était une obligation. Là aussi, c'est Lucky Duck Games qui l'a édité en France. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties d'1 heure environ à partir de 13 ans, il nous propose. Regardez cette boîte. Au début, ça ne me donnait pas envie. Et une fois que je l'ai eu, que je l'ai acheté, que je l'ai ouvert, que j'ai vu l'ambiance du film et les illustrations qu'il y a à l'intérieur aussi, je me suis dit, mais quelle cohérence en fait. Dune Imperium, c'est une pépite. Je pense qu'on est tous unanimes. Je ne connais pas une personne qui ne l'a pas aimé. Même ceux qui étaient un peu sceptiques au tout début, eh bien, ils ont fini par acquiescer. Si, on a là une pépite, les amis. Dune Imperium, c'est du même auteur que Clank. Clank, dont la version Legacy aussi est sortie cette année. Clank, avec ce côté deck building et ce côté exploration de plateau qu'on ne retrouve pas ici, car ici c'est du mélange de deck building, juste trop bon, avec du jeu de plateau mais en placement d'ouvriers. On va devoir placer nos ouvriers selon aussi les capacités de nos cartes. Si nos cartes, elles nous permettront de se déplacer selon le lieu qu'il aura représenté sur notre carte. Si on décide de ne pas l'utiliser, on la laissera de côté. Et une fois qu'on arrivera dans la deuxième partie, on va dire, du jeu, d'une manche, eh bien on va pouvoir activer les cartes pour ce qu'elles nous proposent tout en bas. Ce qui nous permettra d'activer bien sûr des pouvoirs, des capacités et surtout bien d'acheter d'autres cartes. Il va falloir se positionner judicieusement sur les différentes catégories du plateau principal parce que c'est aussi un jeu de conflit un conflit pour l'épice. À chaque fin de manche, on va devoir résoudre des combats. Celui qui sera majoritaire gagnera la première ligne de l'objectif de cette manche, le deuxième gagnera des points et des ressources un peu moins importantes, etc. Le jeu, c'est une course aussi aux points. Le premier qui arrive à 10 points, on va dire. Et pour gagner ces points, il faudra avoir des alliances avec certaines confréries, on va dire. Il faudra aussi peut-être piquer ces confréries aux adversaires. Il faudra remporter ces conflits, être le plus vaillant et celui qui aura positionné ses agents le plus efficacement possible au moment le plus opportun. C'est une pépite. Les illustrations, elles sont fidèles au film là qui est sorti cet automne, donc on s'y retrouve vraiment. Il y a une variante, si on y joue à 1 ou 2, où il va y avoir des personnages générés et gérés, on va dire, par une intelligence artificielle. En gros, c'est des cartes qu'on va retourner et on va devoir positionner les agents des adversaires factices
un petit peu au hasard. C'est aléatoire, il y a des parties qui vont être sympas parce que ça va vraiment nous bloquer sur l'option qu'on voulait prendre au tour d'après. Et des fois, il va se positionner à un endroit que on s'en moquait complètement. Donc ça va pas forcément être la configuration idéale que je vous recommande. Mais déjà à 2, on l'a vraiment aimé. À 3, 4, c'est trop bien. Les mécaniques sont très bien huilées. On se doutait que ça allait être très très bon. Mais la gestion de la carte avec une double façon de l'utiliser, ça marche du tonnerre. Il y a une rejouabilité qui est folle aussi, les cartes elles ressortent pas toutes, c'est une pépite, c'est une pépite, ouais, c'est le cas de le dire. Il est vraiment sobre, c'est un jeu qui au début, comme je vous disais, me donnait pas envie, en fait, il est trop classe. Ce côté doré, noir et le plateau, on s'y retrouve un petit peu dans une sobriété qui force le respect. C'est juste classe, c'est juste classe. J'ai hésité à le mettre en première position. Il y a un autre coup de cœur qui est juste après, il est juste là, on va le voir tout de suite. Mais voilà, d'une, si vous souhaitez voir, là aussi, je vous ai proposé des règles détaillées, vraiment, vraiment le plus détaillé possible pour pouvoir débuter une belle partie, c'est juste là. Dune Imperium, c'était en numéro 2. Qu'est-ce qui a pu détrôner Dune de sa place de numéro 1 jusqu'au mois dernier, Dune, il était en première position. Alors, à votre avis, je vous laisse quelques secondes, qu'est-ce qui a pu le détrôner? Allez-y. Chauvin les amis parce que ce jeu-là, il est fait à côté de chez moi. C'est un jeu qui a eu une énorme réputation dans ses versions antérieures, qui nous faisait découvrir, en nous mettant dans la peau, on va dire plutôt, d'un architecte dans les années passées pour essayer de bâtir la ville la meilleure possible. Ça vous donne une piste. On est ensuite parti vers Las Vegas pour essayer de faire fructifier au mieux nos casinos. Pas mal d'extensions aussi pour revenir sur Noël, Halloween, Pâques, les fêtes qu'on peut retrouver sur le calendrier. Une coopération aussi avec la petite mort. Vous l'avez? Ouais, je suis sûr que vous l'avez. Et cette version-là, elle a détrôné Dune, elle est en première position, bien sûr. C'est Welcome to the Moon. Oh là 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 là. Si vous avez été tenté, si vous l'avez pas, la boîte elle est assez épaisse quand même. Il faut absolument que vous l'ayez. C'est mon numéro 1, Welcome to the Moon. C'est notre numéro 1. Wouh! C'est de 1 à 6 cette fois-ci. Il n'y a plus 50 joueurs parce qu'il n'y a pas 50 grilles de possibles. Et il n'y en a que 6 pour 6 joueurs. Mais il y a 8 grilles différentes là-dedans. Welcome to the Moon, c'est un welcome, toujours à partir de 10 ans, pour 25 minutes les parties cette fois-ci. Et ça va être un jeu narratif là aussi. Si vous nous connaissez à force, je pense que vous savez que c'est le genre de jeu que j'aime bien. C'est un jeu narratif, évolutif, avec des surprises. Quand vous aurez fini la première campagne, il y a des surprises. Quand vous aurez fini la deuxième campagne, il y a encore des surprises. Je vous dis rien, il faut vraiment que vous découvriez ça. Il y a 8 grilles, comme je vous disais. Le but, ça va être de conquérir la Lune. La Terre est détruite par des astéroïdes. Et donc, l'humanité va tout faire pour pouvoir terraformer, on va dire, la Lune. Et puis, plus encore. Tout est cohérent. Les grilles sont toutes différentes. Toutes avec des mécaniques différentes, avec les mêmes cartes. Il n'y aura pas de cartes en plus, en tout cas au début. Il n'y aura pas d'autres cartes qui vont nous permettre de complexifier le jeu. C'est tout le temps les mêmes cartes, avec des symboles différents. Mais si vous connaissez les welcome d'avant et les autres versions, vous allez forcément vous y retrouver. Et à chaque fois, ça va être utilisé de manière différente, mais de manière tellement intelligente. Tout est cohérent. Tout est logique. Des fois, on se pose des questions. Avec Hello, on se posait les questions. Mais attends, mais ça, on peut le faire. Et en fait, en y réfléchissant, bah oui, on peut le faire. En regardant les règles, ah ben oui. En fait, c'était logique. On avait même compris la mécanique par nous-mêmes. Même si c'est vrai qu'à la lecture, si on le lit comme ça, brut de décoffrage, on s'en prend. Il faut tenir. Parce que il y a pas mal de petits détails. Sachant que, comme je vous disais, chaque carte va avoir un effet différent selon les grilles que vous allez utiliser. Bien sûr, on peut les utiliser chacune de manière indépendante, mais là où on le savoure, c'est vraiment dans ce mode campagne, en commençant par la première et en allant jusqu'à la 8e. Sachant que ici, les grilles, elles ne sont pas à usage unique, c'est pas du papier, elles sont plastifiées avec des crayons, enfin avec des stylos effaçables qui sont prévus aussi dans le jeu. Ça, c'est plutôt appréciable, même si au final, le côté papier, moi je préfère, mais c'est indispensable en tout cas pour nous permettre d'avoir une édition aussi soignée. Ils ont bossé comme des fous chez Blue Cocker. Ils ont bossé comme des fous pour nous proposer cette pépite.
Il y a un énorme livret avec toutes les missions que vous allez pouvoir découvrir, avec les choix qu'il va falloir faire. Souvent, ça sera celui qui sera capitaine, celui qui aura été le meilleur à la partie précédente qui pourra prendre cette décision. Parfois non, on va devoir tourner, voir un petit peu ce qui se passe, choisir les objectifs en fonction de nos choix. Car comme dans les welcome, il y a toujours les objectifs A, B, C qu'on va retrouver ici aussi. Mais en mode campagne, ces objectifs-là seront dépendants de notre ligne directrice finalement. Tout est logique. Et c'est ça qui est super appréciable. En plus d'une mécanique de jeu qui marche du tonnerre, les jeux à cocher, on adore ça. Mais là, ça atteint son apogée. Je pense pas qu'il y aura un jeu, un flip and write finalement, parce qu'on retourne des cartes et on va écrire. Il n'y a pas un flip and write qui va arriver à sa cheville, à ce jeu. Ce jeu nous a fait décoller, ce jeu nous a émerveillés, ce jeu est à apprécier et à savourer encore et encore. Il n'y a aucune lassitude possible avec ce jeu. Présentez-le à tout le monde, foncez l'acheter. Merci Blue Cocker pour cette pépite ludique que je place bien sûr en numéro 1. Et bien voilà les amis, c'était ma sélection, mon top 10 de cette année 2021. Vous avez vu, il y a pas mal de jeux, il y a du familial, du semi-expert, il y a d'autres choses qui vont arriver, hein, je vous le garantis, j'ai pas pu tout mettre. Faire une sélection de 10 jeux, c'est vraiment pas évident. Je vous laisse, comme je vous disais en début de vidéo, peut-être faire la même chose. Dites-moi s'il y a un jeu qui vous était le gros coup de cœur de cette année. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires, allez-y. Les pouces aussi, ça fait extrêmement plaisir. De vous abonner, bien sûr, si vous avez aimé la vidéo et si vous avez kiffé mon pull de Noël. Avant-hier, là, c'était bleu. Aujourd'hui, c'est tout rouge. Et encore, il y a des choses à venir, je vous le garantis. Donc, restez bien connectés. Écoutez, moi je vous laisse avec la sélection de vidéos juste ici, avec le catalogue de vidéos pour pouvoir aller visionner un petit peu ce que j'ai pu vous proposer ces derniers temps sur la chaîne, avec notamment les tops bien dédiés de cette fin d'année 2021. Et je vous dis à très vite sur la chaîne, bon Noël, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et jouez bien. Ciao les amis!